la France a commencé en 1789. Non, la France a commencé avant 1789. M. Bayou n'est pas un prédateur sexuel, on appelle un peu vulgairement, familièrement, en tout cas un cotard. Voilà, je m'en fiche d'être gentil ou méchant, je veux juste faire mon travail. Éric Nolot, bonsoir. Merci ce soir d'être avec nous. Alors, il convient de dire quelques mots sur votre parcours et sur votre personnalité et votre positionnement. Vous avez plusieurs casquettes innombrables. Vous êtes éditeur, traducteur, critique littéraire, chroniqueur sportif, animateur de radio et de télévision, essayiste et écrivain. Une grande partie de votre popularité est née avec votre participation à l'émission On n'est pas couché, où vous avez fait la connaissance de votre binôme pour créer le binôme que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez toujours témoigné d'un goût immodéré pour la littérature, vous le rappelez à chaque entretien, et à l'occasion de On n'est pas couché, ça a été pour vous l'occasion d'exprimer cette passion. Vous avez ainsi pu faire des commentaires de textes, notamment des paroles de Lady Gaga. Vous avez également dédié des vers à Francis Lalanne, de votre composition. Un sacré métier, quand même. Ensemble. À cette occasion, Natacha Polony, qui était invitée On n'est pas couché, disait de vous que, contrairement à son temps, c'est peut-être vous le plus méchant du duo Zemmour et Nolot, qui a été ensuite imité à de nombreuses reprises, notamment par Natacha Polony, mais jamais égalé, puisque vous êtes les seuls à avoir fait l'émission Zemmour et Nolot sur Paris Première. Je veux juste répondre à la méchanceté, parce que la méchanceté n'est pas une catégorie critique. Je ne dis pas du mal d'un livre pour être méchant, je ne dis pas du bien d'un livre pour être gentil. Simplement, le système médiatique, surtout le système télévisuel, est fait de telle manière que lire un livre, puis donner son avis sur le livre, peut être considéré comme méchant, mais ne pas lire le livre et donner son avis sur le livre, évidemment en étant très élogieux, est considéré comme gentil. Moi, je m'en fiche d'être gentil ou méchant, je veux juste faire mon travail. Or, la révolution dont on n'est pas touché, c'est que tout d'un coup, il y avait un couple de chroniqueurs qui lisaient les livres avant de s'exprimer. C'est-à-dire, on n'était plus dans le registre de la promotion, on était dans le registre de la critique. Il y a même un invité qui m'a dit « Ce que vous faites n'est pas bien, ce que vous faites n'est pas loyal, puisqu'on ne vous demande pas de lire mon livre, on vous demande d'en lire du mien. » Donc il avait résumé à peu près la pensée de toute la profession. Donc, non, la méchanceté, non. Après, j'avais l'impression de faire honnêtement mon travail, c'est tout ce qui m'intéresse, l'honnêteté et toute la méchanceté et la gentillesse, et qu'ensuite, pour être tout à fait complet, pour ne pas répondre trop longtemps, c'est pas le fond de notre entretien, évidemment. Enfin, il y a tout de même dans ce milieu une indulgence pour la médiocrité qui est tout à fait fascinante. Et d'ailleurs, On n'est pas couché était basé sur un système assez pervers, au fond, puisque vous engagez deux premières personnes dans la littérature pure et dure, qui est vraiment la littérature, je crois que je peux le dire, je m'en fais pas honneur, je m'en fais pas une gloire, mais j'aime la littérature c'est ma vie, c'est la même chose pour Zemmour, et on le confrontait au plus médiocre de la production contemporaine. Donc forcément, ça se passait mal. Quand vous devez débattre des vers de Lalanne, ça ne peut pas se passer aussi bien que si vous devez débattre des vers de Baudelaire ou de Verlaine. Donc voilà, c'était pour répondre à votre question. Je vous laisse poursuivre. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, on retient, sans tous les citer, Au secours, Houellebecq revient. Vous êtes également l'auteur de la précise littérature du XXIe siècle. Et vous avez également participé au style épistolaire politique, puisque vous avez conversé avec Alain Soral dans un livre qui s'appelle toujours Dialogue désaccordé, et plus récemment avec Michel Onfray, avec un titre, La gauche réfractaire. Alors, ça m'amène à essayer de caractériser votre positionnement politique, parce que bien souvent, pour les gens de droite, vous êtes à gauche, ou alors vous êtes l'un des mœurs sous cap, et pour les gens de gauche, vous êtes un homme de droite. Vous ressuscitez... Un fasciste maintenant. Vous n'avez pas actualisé vos fiches, ça fait longtemps de droite, puis ça a été d'extrême droite, mais maintenant je suis un fasciste. Donc j'attends la consécration nazie, ça ne va pas tarder. Et c'est encore, il s'en faut encore de quelques semaines, je pense. Et donc, ça fait de vous un oiseau politique difficile à classer, et on va ce soir peut-être voir ce qu'il en est du mystère Nolot, si vous êtes peut-être la future jambe gauche d'Éric Zemmour, ou la jambe droite d'un Michel Onfray. Tant que vous n'essayez pas d'empailler l'oiseau, ça va. Merveilleux.
on va parler justement de votre dernier ouvrage, La faute à Rousseau. Beaucoup peut-être dans cette assemblée auraient aimé que vous souligniez cette faute avant Sandrine, mais on en parlera peut-être plus tard. Alors vous faites le Gavroche des temps modernes qui monte sur la barricade contre le wokisme. Mais première question, Éric Nolot, quand on voit votre livre en librairie, avait-on véritablement besoin de consacrer un livre à Sandrine Rousseau? Alors d'abord, je divise votre phrase en deux. Quand on voit votre livre en librairie, mais on ne le voit pas dans toutes les librairies. Vous savez qu'une partie des libraires refusent de vendre le livre. On en est arrivé à ce stade-là. Je ne suis pas le premier, mais on n'est pas si nombreux que ça, mais je ne suis pas une exception. Donc il y a un nombre non négligeable, ce n'est pas la majorité, n'exagérons pas non plus, mais un nombre non négligeable de libraires qui refusent de vendre le livre. Et ce livre, je puis me vanter devant vous qu'il n'est pas obtenu, je ne dis pas une ligne, je ne dis pas un mot, mais une lettre dans un organe de gauche. Bon. Alors maintenant, fallait-il consacrer un livre à Sandrine Rousseau? Évidemment que si j'avais consacré tout le livre à Sandrine Rousseau, ça aurait été un peu excessif. Mais le cas de Sandrine Rousseau est intéressant, je vais dire en deux mots pourquoi, mais ce qui m'intéresse, bien sûr, au-delà de la personne de Sandrine Rousseau, c'est de quoi elle est le symptôme, de quoi est le symbole. J'essaie de ne pas utiliser l'expression éculée de quoi Sandrine Rousseau est-elle le nom, mais en fait, ça revient un peu à ça. Alors pourquoi c'est un cas intéressant? Parce que ce qui m'a quand même décidé à faire le livre, c'est à la fois un effet d'accumulation. Vous ne pouviez pas ouvrir un poste de radio ou un poste de télévision sans tomber sur Sandrine Rousseau et attendre une de ces crasses qui m'ont rendu célèbre. Mais il y a quand même eu un épisode assez décisif. C'est quand elle est arrivée sur le plateau de France 5, c'est à vous, et qu'elle a déclaré, mais sur un ton extrêmement tranquille, que son collègue Julien Bayou, qui était photographe, était un prédateur sexuel qui poussait les femmes au suicide. Certains émois sur le plateau, quand même, c'est une accusation grave. Alors on lui dit, mais oui, comment se fait-il? Oui, d'ailleurs, il y a une enquête qui est en cours. Ah bon, une enquête policière? Non, non, une enquête journalistique. Sidération sur le plateau. L'enquête paraît quelques semaines plus tard. Et en fait, il n'y a rien dans l'enquête, absolument rien. Le dossier est absolument vide. M. Bayou n'est pas un prédateur sexuel. M. Bayou est ce qu'on appelle, un peu vulgairement, familièrement, en tout cas un queutard. Il doit avoir un jugement moral sur les queutards, mais ça n'entre pas dans le code pénal. Voilà. Donc, ce qu'on lui reproche au fond, c'est un jour, il ramène une de ses conquêtes. C'est le jour de la Saint-Valentin, circonstance aggravante. Et la conquête en question tombe sur une petite culotte qui ne lui appartient pas. Donc, vous êtes dans le vaudeville, vous êtes dans le sordide, mais vous n'êtes pas dans le crime. Voilà. N'empêche que Sandrine Rousseau se caractérise par cette manière de tueuse. Donc elle a fait la même chose avec Éric Piolle, son rival au sein du parti écolo, en prétendant qu'il avait violemment musculé. On a vu les images, il passe à 5 mètres d'elle, il lui sourit très aimablement en lui faisant un petit signe de la main. Vu et raconté par Sandrine Rousseau, c'est qu'Éric Piolle m'a violemment musculé. Ensuite, elle a essayé de tuer Jadot pendant la présidentielle, en dénigrant alors qu'elle faisait partie du conseil politique. Donc, ce n'est pas la seule à pratiquer le meurtre politique, ce n'est pas la seule à pratiquer le mensonge politique, mais elle pratique l'un et l'autre d'une façon qui m'a paru intéressante. Ensuite, c'est une créature médiatique. Elle est parvenue à la postérité à la faveur de faits divers, une agression sexuelle dont elle a été victime, puis, toujours dans On n'est pas couché, une passe d'armes avec un de nos immenses auteurs français, Christine Angot. Alors, malheureusement, dans le jour des Dolos que vous avez cité tout à l'heure, c'était réparti les auteurs. Moi, je suis tombé sur Angot. Donc, je peux vous dire, je suis la seule personne à avoir lu l'œuvre intégrale de Christine Angot. Même Christine Angot n'a pas lu l'œuvre intégrale de Christine Angot, mais moi, Bon, donc, elle est parvenue à cette postérité. Elle a compris que les médias étaient le plus court chemin pour parvenir au sommet politique, en tout cas à monter dans la hiérarchie politique. Et elle a compris autre chose qu'elle a elle-même théorisé. Elle a dit « Avant, je tenais des propos raisonnables et personne ne m'écoutait. Donc, vous complétez vous-même la phrase. Maintenant, je tiens des propos déraisonnables et tout le monde m'écoute. » Ce qui est le cas, puisqu'on l'invite, dans l'espoir qu'elle sorte une bourde, ou en tout cas une phrase un peu retentissante. La phrase est reprise par les autres médias, et Sandrine Rousseau a dit sur BFM que, dans la reprise, il y a Sandrine Rousseau, mais il y a BFM. Donc, chacun y trouve son avantage. Voilà le système Sandrine Rousseau. Ensuite, Sandrine Rousseau se présente comme écologiste et comme féministe. Ce qui m'a intéressé là, c'est les deux dévoiements de ces mots, parce que l'écologie et le féminisme, à part quelques psychopathes, sur le principe, tout le monde est d'accord.
d'avoir une planète moins agressée, tout le monde est d'accord, de combattre les violences faites aux femmes, tout le monde est d'accord sur le principe. Mais vu par Sandrine Rousseau, ça se complique. L'écologie est une écologie punitive, c'est une écologie qui, d'ailleurs, justifie l'écoterrorisme, par exemple. Je pense que tous les moyens sont bons. Moi, je pense que l'humanité se divise en deux, ceux qui pensent que leurs convictions sont au-dessus des lois de la République et ceux qui pensent que les lois de la République sont au-dessus de leurs convictions. Bon. Quant au féminisme, elle est porteuse d'une vision extrêmement particulière, puisque ma phrase préférée, j'ai une phrase préférée de Sandrine Rousseau, c'est « Je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR ». Alors d'un point de vue féministe, c'est quand même très intéressant de dire « Je pense que la place des femmes est du côté de la sorcellerie et la place des hommes est du côté de la science. Je pense que la place des femmes est à minuit, par les nuits de pleine lune, à danser nues avec leurs copines le sabbat, et de la place des hommes, non, c'est plutôt dans des laboratoires, dans des grandes entreprises. Il y a les sorcières d'un côté, les ingénieurs de l'autre. Il y a ceux qui font des équations et celles qui se réunissent entre copines pour touiller des filtres magiques au fond des chaudrons. Je trouve que d'un point de vue féministe, c'est intéressant. Et c'est très régressif, parce que c'est pas féministe, très régressif. On en revient au temps des sorcières, la sorcière étant un grand personnage maintenant du féminisme. À gauche, le prolo a été remplacé par le transsexuel et le travesti, et pour le féminisme, on a remplacé Marie Curie par la sorcière. Voilà. Donc, c'est un programme de régression totale. Ça, c'est Sandrine Rousseau. Mais évidemment, Sandrine Rousseau est le porte-parole du wokisme. C'est ça qui m'intéresse. Donc, la majeure partie du livre est consacrée au wokisme. Donc, ça vient de l'anglais, être éveillé. Là aussi, ça part d'un bon principe. Vous devez vous réveiller, puisque vous ne le savez pas, mais tout ce temps que vous êtes, là, vous dormez, vous éveillez à toutes les injustices du monde. Et essayer de les réparer, sachant que c'est sans fin. Hein. Donc, le wokisme, partant de cette bonne intention, se révèle quelque chose de très différent. C'est un projet de contre-société, c'est un projet de contre-civilisation qui veut imposer par la force une humanité nouvelle, un homme nouveau. Dans le langage de Sandrine Rousseau, ça s'appelle un homme déconstruit. Donc, il faut déconstruire les hommes. Elle dit « Je vis avec un homme déconstruit, c'est formidable ». Le problème, c'est le contraire de Colombo. Colombo, on ne voit jamais sa femme, mais on ne voit jamais le mari de Sandrine Rousseau. C'est un peu la Colombo de la politique. Moi, j'aimerais bien rencontrer cet homme déconstruit. À quoi ça ressemble, un homme déconstruit? Comment on peut parler avec lui? Son apparence physique a changé. Bon. Donc, il faut imposer une humanité nouvelle, surtout un homme nouveau. Les femmes sont moins endommagées, il y a moins de réparations à faire. Encore que je ne sais pas ce que vous faites ici, mesdames, puisque ça va être bientôt le moment de danser dans la forêt, il va y en avoir pas beaucoup moins. Merci. Vous pouvez rester encore un peu et suivez la pente de votre sexe, arrêtez de vouloir discuter, de décider, allez danser avec vos copines. Bon. Alors, pour imposer cet homme nouveau, et même cette femme nouvelle, ça va être par la force, comme tous les totalitarismes. Le wokisme est un totalitarisme. Tous les totalitarismes ont essayé d'imposer un homme nouveau. Le maoïsme, le nazisme, le stalinisme, tous les ismes veulent imposer un homme nouveau par la force. Et le wokisme essaye d'imposer cet ordre nouveau, cette civilisation nouvelle, ces êtres nouveaux par la force, en s'attaquant à tous les fondements de notre civilisation, de notre société, en s'attaquant à tout ce qui nous est cher. L'écriture, ça c'est l'écriture inclusive, qui est illégale, mais qui est imposée par des doctrinaires, par des fanatiques, qui vous imposent la modification de l'orthographe au nom de leurs convictions. Ça, c'est l'écriture. Le langage. Il y a les mots licites et les mots illicites. Les listes sont connues, sauf que les mots illicites, la liste ne cesse de s'en allonger. Ce que l'on n'a pas le droit de dire. Voilà. Alors, qui décide? Il n'y a pas un comité très officiel, mais même s'il n'est pas officiel, tout le monde sait très bien les mots qu'il faut prononcer et ceux qu'il ne faut pas prononcer. La science. Alors, je vous ai déjà dit le discours anti-scientifique de Sandrine Rousseau sur les ingénieurs EPR, mais, par exemple, ils remettent en cause la biologie en nous expliquant qu'une femme peut devenir un homme et un homme peut devenir une femme, ce qui est impossible. Vous pouvez changer votre apparence, mais vous ne pouvez pas changer de sexe. Si, on vous explique que si, que quelqu'un qui a décidé de s'engager dans un processus de transition devient vraiment une femme en étant un homme. Bon, on reviendra peut-être là-dessus, ça commence un peu à craquer, puisque quand vous avez des femmes trans
qui disputent les mêmes compétitions sportives que les femmes naturelles, si je veux dire, ça pose un problème, et les femmes commencent à se révolter. Et plus largement encore, la science est remise en cause, puisque les militants woke les plus éclairés, les plus éveillés, vous expliquent que toute la science est à mettre à la poubelle parce qu'elle a été conçue, elle a été pensée par des hommes du temps du patriarcat. Ah, c'est le grand mot, le patriarcat. Donc, 2 plus 2 égale 4, ce n'est pas une vérité mathématique, c'est une vérité patriarcale. Donc, 2 plus 2, ça fait peut-être 4, c'est possible, mais ça fait plus sûrement 3, ou 5, ou 4,5. Essayons de trouver un point médian, essayons de discuter avec les woke, de trouver un accord, 2 plus 2, disons que ça fait 4,5. Voilà. Donc, en réalité, ce programme de Tabula Rasa, ce programme qui essaye de s'en prendre à tout ce qui nous est cher, je pense que je peux englober toute l'Assemblée et cesser de dire je et de dire pour dire nous, je n'en veux pas. Je n'ai rien contre Sandrine Rousseau en elle-même, et je ne veux pas vivre dans le monde que veut nous imposer Sandrine Rousseau. Et je personnalise un tout petit peu le propos en disant qu'elle s'en prend, comme tous ces animaux, en plus de tout ce que j'ai énuméré, à quelque chose qui m'est cher par-dessus tout, à part les chats, c'est la littérature. J'ai vu qu'il y a une entreprise vraiment de réécriture des livres du passé. Il y a une victime particulièrement touchée qui est Roald Dahl, qui est l'auteur des classiques pour enfants. Certaines de ses œuvres ont été réécrites, mais de la cave au grenier, hein, c'est-à-dire des milliers de coupes, des milliers d'adaptations. Il y a Samuel Fitoussi qui a fait une recension dans un livre qui s'appelle Woke Fiction. Par exemple, la phrase, alors on ne dit pas gros par exemple, hein, quand un personnage est gros, il faut utiliser une périphrase, mais par exemple, il n'avait ni frère ni sœur, c'est devenu, il n'y avait aucun autre membre dans la fratrie. Pourquoi? Parce que le frère et la sœur, ils peuvent être non-binaires. Donc si vous leur assignez une identité sexuelle, c'est une violence inouïe, il y aura peut-être des suicides, des dépressions. Un gamin qui dit ça va peut-être se rouler par terre en disant « Mon Dieu, ma non-binarité a été remise en cause par Roald Dahl, la vie est trop injuste. » Donc vous avez cette réécriture, les dits nègres, ils étaient 10, etc. etc. Ça, c'est pour les œuvres du passé. Les œuvres du présent, maintenant, sont soumises à une forme de censure, puisqu'il y a des officines spécialisées qui contrôlent l'adéquation des textes avec l'idéologie nouvelle, l'idéologie wokiste. Il y a même une sorte de clause de conscience à l'intérieur des maisons d'édition, où les jeunes éditeurs, parce que c'est une question générationnelle, le wokisme, les jeunes générations sont beaucoup plus radicales, des jeunes éditeurs peuvent s'opposer au nom de la clause de conscience à l'édition d'un livre dans leur maison. Je crois que ça contrevient à leur valeur. Ça, c'est pour le présent, et l'avenir, c'est celui que nous a décrit Orwell en 1984, c'est-à-dire la réécriture. La réécriture, Orwell le montre, hein, tous les textes sont réécrits à l'aune du champ politique. Et puis surtout, ce qui se passera, c'est que dans un premier temps, il y aura l'autocensure. Plus personne, en fait, n'osera écrire ce qu'il a envie d'écrire pour ne pas avoir des ennuis. Et ensuite, comme dans 1984, même l'idée qu'on peut écrire quelque chose aura disparu. Même les concepts qui n'appartiendront pas à la galaxie wokiste ne seront pas compris par l'auteur moyen et même par le lecteur moyen. Donc, il y a à la fois quelque chose de nouveau dans le wokisme et quelque chose d'ancien, une adaptation à un corpus idéologique nouveau de tout ce qu'on a vu à l'œuvre dans le totalitarisme sous ses différentes incarnations au XXe siècle. Voilà. Donc, Sandrine Rousseau, c'est le point de départ, le wokisme, c'est le point d'arrivée, mais je prépare déjà un autre livre sur le wokisme, entendu dans un sens encore plus large. Très bien. Vous avez mentionné l'affaire Bayou, vous mentionnez aussi beaucoup d'autres affaires, comme Bastien Vives ou encore Richard Millet. Vous allez peut-être nous en parler. Vous invoquez l'idée qu'il existerait maintenant une nouvelle censure, vous faites les parallèles avec d'autres histoires littéraires, vous parlez de Baudelaire, etc. Récemment, vous avez été évincé du festival de films romantiques de Cabourg, parce que vous avez été, je crois, à Valeurs Actuelles, vous avez donné une interview à Valeurs Actuelles. Cette semaine, il y a Alain Soral, donc, avec qui vous avez écrit un ouvrage, qui a été condamné à 60 jours de prison à Lausanne, parce qu'il a dit qu'une journaliste suisse que c'était une grosse lesbienne. Est-ce qu'on est dans un cadre de nouvelle censure? Doit-on s'en inquiéter? Quelle solution?
Moi, ce qui m'intéresse dans les exemples que vous avez cités, c'est la métamorphose de la censure. Autant de Baudelaire, de Flaubert, je crois que d'ailleurs, dans La Charrette, il y avait aussi Eugène Sue. Leurs procès ont été tenus à des intervalles très rapprochés. C'était une censure verticale. C'était une censure du pouvoir sur les artistes. Monsieur Flaubert, vous avez écrit quelque chose d'immoral. Monsieur Baudelaire, vous avez écrit quelque chose d'immoral. La société vous demande des comptes. Dans les exemples que vous avez cités, dans le cas de Vives, dans le cas de Millet, c'est une censure horizontale. Millet a été viré de Gallimard à la suite d'une pétition qui a rassemblé des dizaines et des dizaines d'écrivains sous la houlette d'Annie Ernaux, autre auteur de Gallimard. Donc, en fait, ce sont des écrivains qui censurent leur père. Donc, Millet, la carrière de Millet a été brisée net. En réalité, c'était quand même un écrivain brillant, un éditeur brillant. Ce qui ne veut pas dire que je soutiens forcément, mais simplement, je ne comprends pas que la justice, en tant que telle, soit remplacée par la justice expéditive de votre voisin de bureau à Gallimard. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Bastien Vives, pareil. La pétition a rassemblé des dizaines et des dizaines de dessinateurs qui n'avaient pas le quart ou même le dixième de son talent. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse dans ma censure. C'est une nouvelle forme de censure, mais encore une fois, je pense que c'est encore le stade primitif de la future autocensure. Et je pense qu'on y arrivera très vite. Il y a déjà des gens qui vous avouent qu'il y a des thèmes qu'ils n'abordent plus, il y a des titres qu'ils ne donnent plus à leurs livres, tout simplement, parce qu'ils savent que ça ne passera pas par le filtre. Voilà, ils seront rejetés par le filtre de la censure contemporaine, qui est dans le même principe d'interdiction que la censure à l'ancienne, mais par d'autres méthodes. Très bien. Je voudrais accenter... Excusez-moi, juste pour le Cabourg. Oui. En effet, on me dit que je serais juré du prix du film romantique de Cabourg, qui faisait plaisir. En plus, voilà, Cabourg, c'est associé à Proust, une de mes idoles. Et puis, une semaine se passe et le jeudi matin paraît Valeurs Actuelles, dans lequel je donne une interview et donc je fais même la couverture. Le journal paraît donc au petit matin. À 16h, le jeudi, je reçois un coup de fil de la directrice du festival qui me dit que je suis viré. Parce que j'ai donné cette interview. Donc je lui dis, mais est-ce que dans cette interview, j'ai tenu des propos qui vous ont choqué? Et si oui, quels étaient ces propos? Elle me dit, ah mais pas du tout. Moi j'étais plutôt d'accord avec vous à 95%, mais vous avez donné l'interview dans Valeurs Actuelles, donc ça ne va pas. Donc vous êtes viré. Je dis, mais M. Macron a donné une interview aussi à Valeurs Actuelles, ça veut dire qu'il ne peut pas être juré dans votre festival. Là, elle était un peu plus embarrassée pour répondre. Mais vous voyez, ce n'est pas une autorité supérieure, ce n'est pas l'Église qui m'a mis à l'index, ce n'est pas l'État qui m'a fait un procès, ce n'est pas le pouvoir public. C'est simplement quelqu'un qui s'est emparé des nouvelles valeurs un peu dans l'air. Il y a une liste de journaux avec lesquels vous pouvez collaborer, une liste de journaux avec lesquels vous ne pouvez pas collaborer. J'aimerais bien avoir ces listes d'ailleurs, parce que est-ce que je peux collaborer, par exemple, donner une interview à l'Humanité? L'Humanité est liée au Parti communiste, le communisme est lié à une idéologie qui a fait des dizaines de millions de morts, ça pose pas de problème. Il faut quand même savoir faire la part des choses. L'Humanité et le Parti communiste, ce n'est pas que ce que je viens de dire. Le Parti communiste, c'est ça. Valeurs Actuelles, écoutez, l'interview et le dossier d'ailleurs sur la lutte, ce dont nous parlons depuis le début, entre le wokisme et la littérature, le dossier était de très bonne qualité. Donc c'est sur le principe. Non, je crois qu'il est beaucoup plus tard dans le siècle que nous le pensons. Il n'est pas minuit moins 20, il est minuit moins 1. Si nous n'y prenons pas garde, ce qui est déjà un mouvement très préoccupant en France prendra la forme extrême, radicale, qu'elle possède déjà en Amérique du Nord. Je dis en Amérique du Nord parce que le Canada forme une sorte de binôme avec les États-Unis dans le délire woke. C'est notre avenir. Les États-Unis sont souvent notre avenir avec 10 ou 15 ans de décalage. J'appelle chacun à la vigilance parce que je trouve que le mal court, je trouve que le mal gagne, qu'il gagne de plus en plus de cervelles et surtout de jeunes cervelles qui sont absolument maraboutées par cette nouvelle idéologie délétère. Alors, maintenant une question qui me concerne peut-être plus personnellement. C'est très personnel la littérature pour moi. Très personnel.
Vous faites partie de la nouvelle mouture du JDD. Vous donnez des interviews à valeur actuelle, on vient de le dire. Vous êtes ce soir à l'Action française. Vous avez dit sur un plateau de télé que Jean-Luc Mélenchon ne souhaitait pas apparaître avec vous, ou ne souhaitait pas en tout cas venir si vous étiez présent sur un plateau de télé. Vous semblez, dans cet ouvrage, vous en parlez encore plus dans l'ouvrage précédent avec Michel Onfray, qui est donc la gauche réfractaire. Vous parlez d'une gauche, mais quelle est-elle en réalité cette gauche? Parce que qui en fait la représente, puisque vous ne semblez pas forcément accepté par cette gauche, la gauche Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas trop ce qui reste du Parti Socialiste, qui est... Personne ne sait. Ils sont portés disparus. On les cherche dans la jungle amazonienne. On cherche des débris. Le Solferino, on ne trouve pas. Bah oui, d'abord, je voudrais encore une fois remercier l'Action française pour son invitation. Vous avez peut-être lu ici et là que d'aucuns estiment que ma place n'est pas ici, donc je rappelle le principe de mon existence. Il n'y a que 2 catégories de la population française qui ont le droit de me dire où je puis m'asseoir, ou je ne puis pas m'asseoir. Ce sont les ouvreuses de théâtre et les hôtesses de l'air. En dehors de ces 2 catégories, les avis sont nuls et non nuls. Si j'accepte une invitation, je suis le seul responsable. Personne ne va me dire ce que j'ai le droit de faire, de pas le droit de faire. Bon, c'est vrai que j'accepte des invitations venues de bords politiques extrêmement différents. Et j'observe que l'intolérance est plutôt du côté de la gauche, puisque Jean-Luc Mélenchon, pour revenir dans une émission de C8, a dit qu'il ne posait qu'une condition, c'est que je sois viré des plateaux. Ce qui fut fait d'ailleurs. Donc c'était assez drôle parce que en fait, j'animais l'émission suivante. Donc j'étais dans une loge avec mes chroniqueurs et je regardais l'émission d'avant avec Mélenchon qui expliquait ah bah quand même. Vous avez bien fait, ce Lolo, on ne peut pas débattre avec lui, c'est pas possible, il aurait tout pourri. Moi, j'aime pas. Voilà, c'était extraordinaire de voir quelqu'un qui se réclame de la gauche en train de vous expliquer vous avez quand même bien fait de censurer Lolo parce qu'on est quand même mieux sur les contradicteurs. En plus, il y avait Raquel Garrido, donc une de ses affidées. Donc en fait, il préfère en fait, dialoguer avec Raquel Garrido de son parti. Et en fait, il n'a pas d'amis, il n'a que des vassaux, il n'a que des obligés dans son parti. Il préfère discuter que Raquel Garrido qu'avec moi. Tout à l'heure, si la soirée se passe bien, je vous raconterai comment j'ai fait une batte physiquement, d'ailleurs, après cette émission avec Jean-Luc Mélenchon, mais oui, je ne veux pas tout mélanger. Non, cette gauche, ce n'est pas la gauche. La gauche a disparu, on en plaisantait il y a une minute, elle a été remplacée par l'extrême gauche. Donc, ce qu'on appelle la gauche traditionnelle, c'est celle qui a dominé cette partie de l'échiquier politique aussi loin que je me souvienne. Moi, je suis né en 61, donc j'avais 20 ans en 81, donc c'est vraiment de cette génération. La génération tonton. Elle a disparu totalement, il en reste quelques débris, mais à peine identifiables, et puis surtout, elle manque totalement d'idées et d'incarnation, puisque de temps en temps, on a l'impression que c'est Bernard Cazeneuve qui peut reprendre le flambeau, mais enfin, on voit bien que ça ne va pas très loin, et puis ça manque un peu d'élan, et surtout, on ne voit pas ce qu'il propose. Enfin, moi, en fait, je suis dans une situation bizarre, puisque je suis qualifié d'homme de droite, d'extrême droite, de fasciste, etc. Alors que moi, je n'ai pas bougé en réalité. Depuis 80 ans, je suis toujours le représentant de la même gauche, républicaine, laïque, sociale, anti-totalitaire. Que puis-je faire? Renier mes contradictions pour rallier le wokisme? Moi, ce qui me rassure, c'est que, non pas que je me compare au grand nom, grand d'ailleurs aux géants que je vais citer, mais j'observe que tous les gens de gauche qui se sont battus contre la gauche dominante ont été traités de fascistes. Orwell a été traité de fasciste. Camus, vous avez lu Camus et la nouvelle déclaration du wokisme. Camus, c'est pas ce qu'on nous a dit. Il était misogyne, raciste, etc. Bon, on va nous dire qu'il était nazi. Bon, enfin, je veux dire, il y a un phénomène d'épuration qui devient absolument grotesque. Simon Less, qui lui s'attaquait au maoïsme, a été traité de fasciste, et les premiers qui ont témoigné contre le stalinisme, Soumarine, etc., ont été également traités de fascistes. Kravchenko était un agent de la CIA, etc., etc., etc. Donc, c'est là aussi une histoire à la fois nouvelle et ancienne. Tous les gens qui s'opposent, parce que je ne suis pas d'accord avec eux, c'est que je m'oppose parfois violemment à cette gauche totalitaire, sont qualifiés de fascistes. Mais enfin, quel est le rapport entre la gauche que je représente et celle de Jean-Luc Mélenchon?
Je vous ai parlé de République. Il a troqué le côté républicain contre le séparatisme. Je parle de laïcité, il a troqué la laïcité contre l'islamo-gauchisme. Le concept de liberté, qui est quand même un concept de gauche fondamentalement, même s'il rassemble bien au-delà évidemment, il l'a troqué contre la censure de ma personne et de beaucoup d'autres. C'est une gauche qui a tout trahi. Cette extrême gauche qui prétend être la gauche, qui prétend faussement être la gauche, a trahi tous nos principes fondamentaux. Nous sommes quelques-uns à vouloir revenir à ces principes fondamentaux, la tête de liste, si j'ose dire, ça ne prend pas une forme électorale évidemment, mais étant Michel Onfray. Nous voulons simplement revenir aux principes de la gauche, et ces principes de la gauche, je pense, peuvent rassembler des gens qui ne se sentent pas du tout de gauche, parce que nous serons d'accord sur l'essentiel. Par exemple, sur l'école, regardez les sondages. Est-ce que l'abaya est un vêtement religieux? Les gens répondent 75% oui. Est-ce qu'il faut le proscrire? Oui. Mais vous entendez les gens de LFI, d'ailleurs pas tellement, moins les électeurs de LFI qui sont majoritairement aussi sur cette ligne, mais dirigeants, mais pas du tout, c'est pas du tout un vêtement religieux. Il y a juste des tutos sur Twitter où des islamistes expliquent aux gamines comment feinter le règlement en mettant leur abaya comme ci, comme ça. Les islamistes vous expliquent que c'est de l'islamisme, mais M. Mélenchon, lui, c'est mieux que les islamistes que ça n'en est pas. Donc, cette gauche est perdue, je n'ai rien à dire à cette gauche, je n'ai rien à faire avec cette gauche, c'est une gauche collabo, il faut quand même, voilà, c'est des collabos avec le pire, c'est-à-dire le wokisme d'un côté et l'islamo-gauchisme de l'autre. Pour l'instant, le wokisme et l'islamo-gauchisme, c'est un peu comme le pacte germano-soviétique, ils font équipe, mais ça va se passer comme entre les Allemands et les Russes à l'époque, parce que les intérêts sont un peu divergents. Pour un musulman un peu traditionnaliste, LGBT et plus, alors là, donc ça commence à cogner. Vous avez vu en Belgique, voilà, les cours d'éducation sexuelle qui sont contestés, vous avez des femmes voilées qui protestent contre, et de l'autre côté, c'est extrême. Donc ça, tout ça, bah, voilà. D'ailleurs, ça a craqué d'une autre manière, d'ailleurs, c'est drôle, parce que c'était tout à fait anecdotique, mais aux États-Unis, ils ont maintenant interdit la participation des femmes trans aux épreuves sportives féminines, parce que les femmes trans gagnaient, puisque ce sont des hommes, en fait. Donc, effectivement, c'était complètement... Et puis surtout, les femmes protestaient parce qu'elles devaient partager leur vestiaire avec les femmes trans, qui sont porteuses de pénis, quand même. Donc, elles n'avaient pas de pénis dans leur vestiaire. Donc, il y a toutes les contradictions qui sont en train, plus ou moins anecdotiques, là, c'est plutôt anecdotique, mais avec l'islam, c'est moins anecdotique. Je pense que tout ça fait que... alors, il ne faut pas se contenter de ça, hein. Ils vont se mettre sur la gueule les uns les autres, ça va être un spectacle réjouissant, mais il faut quand même se battre, il ne faut pas compter uniquement sur leurs contradictions, il faut aussi se battre, et ce livre est un livre de combat, voilà. Alors, en parlant de combat, vous soulignez justement dans la faute en Ipso une augmentation de la radicalité et de la violence chez les militants gauche, chez les militants d'extrême gauche. Qu'est-ce que vous préconisez en réponse, en action contraire? Et j'en profite également pour vous demander, est-ce qu'à l'instar de vos collègues de René Baboucher, Éric Nolot caresse l'espoir d'un destin politique? Je pense à Éric Zemmour, mais je pense également à votre successeur, Émeric Caron. C'était quoi la première partie de la question? La radicalité, ah, oui. La radicalité, justement. En fait, dans votre livre, vous parlez par exemple des jets de soupe sur les tableaux. Comment on répond quand on n'est pas de ce côté-là? Eux, en fait, ils prennent un certain monopole médiatique. Quelle est la contre-réponse? Quel est le contre-Rousseau aujourd'hui? Ben, c'est marrant parce que, en fait, j'écoutais Sandrine Rousseau et je me dis, mais je me rappelle quelqu'un qui n'arrivait pas à mettre la main dessus. Puis un jour, je me baladais dans une brocante et je vois un type qui vendait un vase d'où émergeait le buste de Tintin, comme sur la couverture du Lotus bleu. Et j'ai dit, mais en fait, Sandrine Rousseau, c'est Didi. Vous savez, Didi, le type au sabre, là. Il fait le tour de tout le monde, il dit, voilà, vous allez trouver la voie, mais il faut d'abord que je vous coupe la tête. Alors, c'est un peu la technique de Sandrine Rousseau. Alors, elle ne commence pas par la tête, je pense. Pour les hommes, je pense commencer peut-être par des organes plus modestes, mais en fait, l'idée est quand même la bonne. En fait, c'est comme dans les totalitarismes. On essaie un peu de vous convaincre, mais si ça ne marche pas, on utilise la violence. Bon. Donc, si vous êtes convaincu, ça va. Sinon, on utilise d'autres méthodes. On coupe la tête dans le cas de Didi, ou eh bien, on soutient des actions éco-terroristes.
par exemple, ils ont ravagé les terres agricoles au nom de la lutte contre les méga-bassines, pas de problème, c'est la terre d'autrui, des gens qui se cassent, qui perdent la santé à exploiter cette terre, mais c'est pas grave, puisque votre conviction vaut plus que le travail de ces hommes. Vous balancez de la soupe sur un tableau de Van Gogh, pour l'instant c'est sur des tableaux protégés, demain ce sera sur des tableaux qui ne seront pas protégés. Pourquoi? Parce que Sandrine Rousseau dit, mais moi je ne vois pas la beauté de tout ça. C'est la beauté de tout ce qu'on nous a légué, ces tableaux, ces œuvres, ça compte pour rien par rapport au monde. Donc là, le combat est très simple, c'est celui de la légalité. C'est la dénonciation d'abord, et ensuite les punir sévèrement, puisque ce sont des actions illégales, pour certaines ce sont des actions terroristes, donc il suffit, moi je pense, d'appliquer la loi. Mais ce n'est pas le cas. On avait un ancien ministre de l'Intérieur qui avait autorisé finalement une manifestation interdite en disant oui mais là l'émotion est telle que, ben non, si elle est interdite, l'émotion ou pas, elle est interdite. Voilà. Il y a des motifs pour interdire une manifestation. Et donc la loi, rien que la loi, toute la loi, c'est ce qu'on a fait avec la baïa. Regardez, ça se passe pas trop mal. Hein. Tout d'un coup, quelqu'un a dit stop. Et quand vous dites stop, parfois il y a des effets. Les incidents avec la baïa sont devenus rares, alors qu'on nous promettait l'enfer. Simplement, il faut faire preuve un jour ou l'autre de fermeté, dans ce domaine comme un autre. Non, sinon, sur les ambitions politiques, je reçois des sollicitations, c'est vrai, de plus en plus régulièrement. Mais comme vous l'avez dit, j'étais aux premières loges quand Éric Zemmour s'est lancé dans l'aventure. Même avant, puisqu'on en a discuté très longuement, très profondément avant qu'il se lance. À chaque fois, je revenais à la même chose, je lui dis, est-ce que tu es sûr à 150%, parce que ça va être l'enfer bon, et je ne savais pas que c'était vrai à ce moment-là. Je savais que c'était très dur, ça a été très dur, mais je ne savais pas que ce serait à ce moment-là. Tous les coups sont permis, et il en est sorti essoré. Non seulement les coups qu'ils m'ont portés n'étaient pas toujours loyaux, mais en plus, c'est une dépense d'énergie, une fatigue tout court absolument incroyable de traverser la France, de faire des meetings. Donc ça ne m'invite pas à entrer dans l'action politique. Et puis, d'un point de vue plus personnel, il faut aussi savoir écouter sa personnalité. Peut-être il faut se faire violence, mais peut-être pas aller complètement contre sa nature. À la fin d'une journée, si je me demande ce qui m'a rendu heureux dans cette journée, ça ne sera jamais une émission de télé, ce ne sera jamais une discussion politique, même si j'ai plaisir à faire des émissions de télé, j'ai plaisir à être ici avec vous, j'ai plaisir d'être là à dialoguer avec vous et avec vous. Mais simplement, je sais très bien que ce qui m'a rendu heureux dans la journée, c'est d'avoir été dans un fauteuil avec un verre dans une main, une tasse de café dans l'autre et 2 chats sur les genoux. Il faut quand même suivre un peu sa pensée. Alors parfois, les circonstances font qu'on sort, on pense contre soi, on force son destin parce qu'on pense qu'on a une mission, ou en tout cas que la situation l'exige. J'en suis pas là, je me bats autrement, je fais un travail gramscien, un contre-travail gramscien, puisque l'extrême gauche a fait un très très bon travail de ce point de vue-là. Ils ont réussi à bouffer les cervelles de beaucoup de gens, puisque en fait, le succès du wokisme s'explique par l'extrême porosité de certains milieux à ces thèses. Les milieux médiatico-intellectuels est extrêmement poreux. Il y a même certaines chaînes où ça tourne à la propagande. En réalité, pour le ouvrir au hasard, vous allez tomber sur un quart d'heure wokiste, un quart d'heure néo-féministe, un quart d'heure de culpabilisation de l'Occident, de l'homme occidental, de l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Celui-là, il n'a pas de bol parce que là, voilà, quand je côté mauvaise case. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Écoutez, je n'ai pas l'impression que ça va changer. Après, je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, peut-être que Zemmour ne changeait pas, se lançait dans cette aventure, donc pourquoi pas. Après, dans le cadre de l'ND 40, avec lequel, oui, je me suis pas mal écharpé parce que j'étais invité après avoir été amical. C'est très intéressant ce personnage. D'abord, il vérifie une des conditions du succès du wokisme, qui est basée quand même sur l'effondrement du niveau intellectuel.
il y a 20 ans, des personnages comme Caron ou Henri Rousseau, ça n'aurait pas été possible. Jean-Pierre Elkabbach est mort, là, et on a passé des images d'archives. Quand vous voyez la qualité du personnel qu'il interviewait et la qualité du personnel aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup développer. Voilà. Sandrine Rousseau a été vice-présidente de l'université. À gauche. Mais ces enfants, bien à l'abri des quartiers dont ils vantent la mixité, voilà, bien loin des établissements dont ils vantent la mixité. Mais le cas des mecs Caron est absolument exemplaire, puisque là c'est carrément à Versailles. Donc c'est presque trop beau pour le croire, mais malheureusement. Donc, sur Caron c'est anecdotique, mais en effet, ce qui motive ma réflexion sur une entrée le port en politique, c'est effectivement plutôt l'exemple de Zemmour. Enfin, vous avez résumé la situation périlleuse tout à l'heure. Les gens de droite ne voteront pas pour moi et les gens de gauche non plus. Donc, c'est très compliqué. Je ne sais pas qui reste. Dernière question, Éric Nolot, avant de laisser la parole au public. Vous avez parlé d'une page de tête. Il y a un champ lexical assez proche de la Révolution, autant dans votre ouvrage, qui est la faute à le titre qui fait référence, mais également dans la gauche réfractaire, donc W. Michel Onfray. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, est-ce que vous vous êtes jamais dit, finalement, est-ce que le poison n'est pas dans le ferment de nos institutions? Est-ce que Éric Nolot, à la France, il ne faudrait pas un roi? Écoutez, Nolot, c'est un nom typiquement vendéen. Donc, je vois que vous essayez de m'entraîner sur une porte généalogique. Il y a un monsieur qui m'a fait un très beau cadeau, un jour, c'est mon arbre généalogique. J'ai réussi à remonter jusqu'au XVIIe, et en effet, du côté paternel, mes ancêtres n'ont pas bougé d'un patelin vendéen pendant des siècles. Et c'est marrant parce qu'ils s'appelaient tous Pierre Nolot comme mon père. Donc c'est très bizarre, ils se léguaient leur prénom, et du côté de ma mère, c'est les Vosgiens. Non, je pense que, en revanche, la Révolution française, qui est un événement sacralisé dans la gauche, est susceptible d'un examen plus approfondi. Onfray le fait, il a des propos très durs envers certains révolutionnaires. Moi aussi, je ne sacralise pas cet événement, je ne suis pas royaliste pour autant. Je préfère tuer le suspense tout de suite. Je ne pense pas qu'à la fin de la soirée, je vais adhérer à l'action française. Voilà, je préfère le dire tout de suite. Mais en tout cas, je pense que tous ces dogmes de la gauche, qui ne sont jamais discutés, devraient l'être. Devraient l'être, surtout que c'est devenu quand même, c'est assez bien documenté que l'exemple révolutionnaire français a inspiré d'autres révolutions sanguinaires. Après, ça pose une question plus générale qui est troublante. C'est la fascination de la gauche pour la violence. Ça, c'est très étrange. Il y a une attirance pour la violence, alors l'attirance révolutionnaire, mais aussi, on voit bien chez Jean-Luc Mélenchon, qui a des propos extrêmement violents, des comportements même assez violents. Bon, ils s'en est pris à moi physiquement. C'est étrange. Après, il s'est barré en courant, donc il n'a peut-être pas tout à fait les moyens de ses ambitions, mais en tout cas, il y a chez ces hommes une fascination qui doit remonter à la Révolution française. Et d'ailleurs, cette fascination pour la violence prend des formes parfois plus perverses. Il y a une fascination, alors moi, qui correspond chez moi à une répulsion totale, c'est la fascination pour les figures de délinquants. Ça, c'est très étrange. Par exemple, le culte dont bénéficiait et bénéficiant encore un peu dans certains milieux de gauche et d'extrême gauche, Battisti. Cesare Battisti. Battisti était un assassin, un terroriste, un assassin de sang-froid.
qui a été soutenu mais bec et ongle par toute l'extrême gauche française et la gauche, alors que la gauche italienne, par exemple, n'était pas du tout sur cette ligne et disait à la gauche française, vous vous fourvoyez totalement, cet homme est un assassin, cet homme est un assassin. Oui, mais non, en plus il était écrivain. Quand on est écrivain en France, on bénéficie d'une sorte d'indulgence. Et quand Battisti, à l'issue d'une procédure interminable, une cavale interminable, a finalement été incarcéré en Italie, il a dit au juge, je me suis bien moqué de toute la gauche française, mais je n'ai pas eu besoin de leur mentir, ils voulaient me croire. Donc, c'est très étrange. Il y a une petite réplique au sens sismique avec l'affaire Adama Traoré. Vous vous levez le matin, vous dites qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais me joindre à une manifestation de soutien à un délinquant, à un multidélinquant, dont le pire méfait a été de violer à de nombreuses reprises son co-détenu sous la menace d'une fourchette. Moi, je veux être dans la tête de ce type qui met son réveil en disant faut pas que je loupe la manif contre un soutien aux violeurs, parce que sinon, je ne serais pas un mec de gauche. Ça me fascine. Ces gens-là me fascinent. Moi, je ne veux pas entendre parler de Mme Traoré, surtout que. Alors, ce qu'ils ont essayé la responsabilité qu'ils ont essayé de faire porter sur les gendarmes n'a pas tenu le coup depuis. Donc la procédure n'a pas cessé de traîner parce que la famille Traoré a remué ciel et terre, a multiplié les demandes et les requêtes. Ça remonte à très loin. Jean Genet aussi était une figure très célébrée à gauche, à la fois pour ses qualités d'écrivain qui sont indiscutables, mais aussi pour son côté délinquant. Donc je n'adhère pas à ce folklore. Je ne suis pas un pro-révolutionnaire aveugle, je parle de la Révolution française. La délinquance m'ulcère, me répugne, et le culte du délinquant, je trouve ça absolument obscène. Et un de mes écrivains préférés, qui est Varlam Chalamov, qui a écrit les récits de la Colima, qui est peut-être, je sais pas, je pense que c'est peut-être le plus grand livre jamais écrit, parce que cet homme est allé en enfer, 7 ans à la Colima, il en a tiré un livre incroyable. Donc il est allé en enfer, il en est revenu, et il raconte ce que tous les gens du Goulag et même d'autres systèmes concentrationnaires ont raconté, la persécution des prisonniers politiques par les prisonniers de droit commun. En fait, c'était les caïds qui persécutaient les politiques. Donc il y a, même dans ces systèmes qui se veulent de gauche, il y a une indulgence envers les criminels et une haine totale envers les opposants politiques. Ça prend la forme qu'a rapporté Chalamov, et ça prend aussi la forme en France de ce culte rendu à des gens pourtant qui ne sont même pas dans l'ambiguïté. Adama Traoré, on sait ce qu'il a fait. César et Battisti, c'était abondamment documenté, vont continuer à soutenir ces gens-là. Donc, non, je suis proche de mon frère dans ce cas-là. Il ne s'agit pas de dire que la révolution est quelque chose à jeter à la rivière. Il ne s'agit pas de rendre un culte béat comme le fait la France insoumise et d'autres en disant tout vient de là. La France a commencé en 1789. Non, la France a commencé avant 1789. Moi, la France, elle m'intéresse des origines à nos jours. Je ne dis pas là c'est la France, là c'est plus la France. Voilà. Merci à Alors.